Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane et aujourd'hui, nous allons parler d'un projet très ambitieux, le projet Ether Grid. Imaginez une flotte de nanobots ou de drones, mais à l'échelle des satellites, pour remplacer les satellites et plus, les envoyer comme un essaim sur la Lune par exemple, ou dans l'espace, et dans l'espace, par exemple, pour le changement climatique, sur la Lune, pour étudier l'espace. Je commence. Ethergrid manifeste pour une infrastructure spatiale circulaire. Doctrine opérationnelle pour l'ère du satellite perpétuel, de la propulsion magnétique et de la maintenance robotisée. Préambule. L'urgence d'un changement de paradigme. Depuis le lancement de Spoutnik, l'humanité traite l'espace comme une ressource jetable. Ce modèle linéaire, lancement, exploitation, destruction, arrive aujourd'hui à une impasse double. La crise de l'alumine stratosphérique. La désorbitation passive, bien qu'utile contre les débris, libère des tonnes d'oxyde d'aluminium, appelé alumine, lors de la combustion des satellites. En 2025, les données scientifiques confirment que ces particules agissent comme des catalyseurs, détruisant la couche d'ozone et modifiant l'albédo terrestre. Brûler nos infrastructures n'est plus une solution écologique. L'obsolescence par la matière. 90% des satellites fonctionnels sont abandonnés uniquement par manque de carburant pour leur maintien à poste, c'est-à-dire quand ils sont en orbite, ils changent d'orbite et il faut de l'ergol pour les repositionner. Et quand il n'y a plus d'ergol dans le satellite, même s'il est encore bon, eh ben on doit le jeter. C'est comme si on jetait notre voiture parce qu'il n'y a plus assez de carburant. Alors que leur système électronique et leur alimentation solaire sont intacts. Le projet Ether propose de passer d'un satellite objet à un système cellulaire inépuisable. Partie 1. La physique de la rupture. L'innovation centrale de la doctrine réside dans le remplacement de la thermodynamique, brûler de la matière, par l'électrodynamique, échanger des champs. A. La propulsion par force de Lorentz, dite Tether. Pour contrer la chute orbitale sans consommer de gaz, la flotte déploie des liens électrodynamiques. Baire électronique Tether. Mécanisme. Un câble conducteur de 10 à 20 km capte les électrons du plasma ionosphérique. Action. En injectant du courant solaire dans ce câble, on génère une force de Lorentz via le champ magnétique terrestre. Le satellite grimpe sur les lignes magnétiques de la planète, convertissant l'énergie photovoltaïque directement en altitude. B. Le verrouillage quantique, dit flux pinning. L'amarrage mécanique est remplacé par une liaison supraconductrice. Principe, utilisation de matériaux supraconducteurs à haute température HTS refroidis à moins 180 degrés Celsius. C'est la température naturelle à l'ombre spatiale qui est en moyenne de moins 150 degrés. Donc c'est pas dur à générer. Effet, l'ancrage de flux magnétiques crée un lien rigide, mais sans contact physique entre les modules. Cela permet de maintenir une formation d'essaim avec une précision nanométrique sans aucune usure mécanique. C'est les magnétocoupleurs supraconducteurs. Pour l'orientation, l'attitude, les bobines classiques sont remplacées par des supertorqueurs supraconducteurs. Ils permettent des pivotements ultra rapides et précis
en s'appuyant sur la magnétosphère sans aucune éjection de gaz. Partie 3. L'architecture en essaim et énergie sans fil. Le satellite monolithique est fragmenté en une nuée de modules spécialisés fonctionnant comme un organisme vivant. A. L'intelligence IA multi-agent et communication laser liaison laser, dit OISL. Chaque module communique à 25 gigabits par seconde via des terminaux optiques. Autonomie décentralisée. L'essaim n'a pas de processeur central. Chaque unité calcule sa trajectoire par rapport aux autres. En cas de débris imminent, la nuée se déforme organiquement pour laisser passer l'objet et reprend sa forme instantanément. B. Ravitaillement laser, dit power beaming. La flotte réduit sa masse de 80% en externalisant son énergie. Le concept des stations relais ou des lasers au sol pointe des faisceaux infrarouges vers l'essaim. Conversion, les modules utilisent des photopiles monochromatiques, dites GAAS, optimisées pour la fréquence du laser, offrant un rendement de 65% bien supérieur au solaire classique. Induction, l'énergie est ensuite partagée entre les modules de l'essaim par induction magnétique haute fréquence. Partie 3. Stratégie opérationnelle et maintenance. A. Scénario de déploiement Ethergrid. Phase carrier. Un lanceur lourd déploie des piles de modules cellulaires standards, Swarm Genesis. Les modules s'éjectent et s'auto-organisent par verrouillage magnétique, activation énergétique. La centrale laser commence le ravitaillement à distance, stabilisation. Le lien électrodynamique est déroulé pour fixer l'orbite définitive. B. Procédure de maintenance hot swap. Lorsqu'un module est défaillant ou obsolète, isolation, le module est expulsé magnétiquement de l'essaim. Intervention MRV. Un Mission Robotic Vehicle, du MRV, donc capture le module grâce à des bras haptiques, donc à retour haptique. Standard MOSA 2. Le robot utilise l'interface universelle USB spatiale, donc c'est comme une prise, pour débrancher l'unité défectueuse et en insérer une nouvelle. Réintégration, le module est ramené dans le champ de capture de l'essaim et se verrouille à nouveau par effet de flux. Partie 4. Cadre juridique et analyse économique. A. Standardisation et droit spatial. Pour que la circularité soit mondiale, la doctrine impose quelques changements au niveau légal. La clause de servicabilité. Obligation légale d'équiper tout satellite de port d'amarrage universel, ce qui n'est pas le cas. Droit de sauvetage, cadre permanent à des entreprises tierces d'intervenir sur des actifs en panne pour éviter qu'ils ne deviennent des débris sans transfert de souveraineté nationale complexe. Donc c'est un problème juridique qu'il faut régler. B. Analyse de rentabilité CAPEX sur OPEX. Réduction des coûts. La suppression du carburant et des panneaux solaires massifs réduit le coût de lancement de 60%. Pérennité, on ne remplace plus le satellite, on met à jour ses cellules. La valeur de l'infrastructure est conservée sur des décennies, divisant le coût de la donnée par 4, voire 6. Conclusion,
les 5 commandements de la doctrine, donc Ether, immatérialité, tu privilégieras l'échange de champs magnétiques laser à l'éjection de matière. La modularité, tu ne lanceras aucune structure. Je parle un peu à Elon Musk là. Hein. Tu ne lanceras aucune structure qui ne puisse être réparée ou recyclée in situ. Standardisation, tu utiliseras des ports universels pour garantir la solidarité orbitale. Innocuité, tu ne brûleras rien dans l'atmosphère. Toute matière lancée appartient à l'espace maintenant. Intelligence, tu doteras chaque cellule d'une autonomie pour garantir la résilience du groupe. Donc là, c'est un conseil de l'infrastructure spatiale durable et ça a été signé en 2025, mais ça reste à l'état donc de projet. Note finale, ce document est prêt à être utilisé comme base de stratégie industrielle, voire politique, pour une coopération entre pays. PS, voici l'annexe technique finale concernant la propulsion RAM-EP. C'est un aparté plus technique pour ceux qui sont intéressés par ce projet Air Breathing Ion Thruster. Ce complément est crucial pour les flottes opérant en orbite très basse, VLEO, entre 150 et 250 km, là où la densité atmosphérique permet de transformer l'air en carburant inépuisable. Annexe technique, le moteur ionique à aspiration d'air, RAM-EP, le chaînon manquant pour l'autonomie perpétuelle en orbite très basse. 1. Le concept, vivre sur le pays. En orbite très basse, les satellites subissent une traînée atmosphérique importante qui cause leur chute rapide. Habituellement, cela nécessite des quantités massives d'ergols pour maintenir l'altitude. Le moteur RAM-EP renverse ce paradigme en utilisant cette traînée comme source de matière, comme propulseur donc. 2. Fonctionnement mécanique et physique, le système se décompose en 3 étages critiques. Le collecteur, dit intake, une entrée d'air aérodynamique haute performance qui capture les molécules de gaz rares, principalement de l'oxygène atomique et de l'azote, présentes à cette altitude. La chambre d'ionisation, les molécules capturées sont comprimées, puis bombardées par des électrons générés par l'énergie laser ou solaire de l'essaim. Cela transforme le gaz neutre en plasma ionisé. L'accélérateur électrostatique, à l'aide d'une grille à haute pression ou d'un effet Hall, les ions sont accélérés à des vitesses extrêmes et éjectés vers l'arrière, créant une poussée. 3. Synergie avec la doctrine Ether, l'intégration du RAM-EP avec une flotte Ether apporte des avantages stratégiques uniques, masse carburant nulle, le satellite n'emporte plus de réservoir de xénon ou de krypton, sa durée de vie n'est plus limitée par ses réserves, mais par l'usure de ses composants électroniques, lesquels sont remplaçables par hot swap. Compensation de traînée passive, plus l'atmosphère est dense, en basse altitude, plus le moteur a de carburant pour compenser la traînée. Cela permet de stabiliser des flottes à des altitudes auparavant jugées impossibles pour des missions de longue durée. Nettoyage atmosphérique, en collectant les molécules pour sa propulsion, le satellite réduit légèrement la densité locale de particules, optimisant le passage des autres modules de l'essaim. 4. Spécifications techniques pour l'essaim. Impulsion spécifique estimée entre 3000 donc S, je ne sais plus, et 6000, soit 10 fois plus que la propulsion chimique. Alimentation nécessite une puissance électrique stable de 1 à 5 kW, idéalement fournie par le réseau de Power Beaming Laser décrit
dans la partie 2 du livre blanc. Conclusion finale du document, avec l'ajout de cette technologie, la doctrine ELSER couvre désormais tous les régimes orbitaux, VLEO, donc en basse altitude, 150 à 300 km, par propulsion rame EP, aspiration d'air, LEO, MEO, donc entre 300 et 2000 km, lien électrodynamique et force de Lorentz, GEO et au-delà, donc dans l'espace, verrouillage quantique et ravitaillement laser. Reprise du processus. Voici le scénario complet et détaillé de l'installation d'une flotte de satellites de nouvelle génération, basée sur le modèle de l'écosystème circulaire EtherGrid. Ce déploiement rond avec les méthodes classiques pour embrasser une architecture modulaire et durable. Scénario. Déploiement de la flotte EtherGrid, protocole d'installation d'une infrastructure orbitale perpétuelle. Étape 1, le lancement de la ruche, dit carrière phase. Contrairement aux lanceurs actuels qui emportent des satellites finis, le lanceur lourd type Starship ou Ariane 6 optimisé transporte des distributeurs de cellules. Aspect technique, le carrière contient des piles de modules standards, nœuds de calcul, unités de stockage et capteurs, et des modules de propulsion maîtres. Standardisation, chaque unité est équipée de l'interface Mother 2, un port hybride permettant la connexion mécanique, électrique et le transfert de données par fibre optique haute densité. Optimisation de masse, comme la flotte sera alimentée par laser et propulsion magnétique, le lanceur n'emporte quasiment aucun carburant chimique, doublant ainsi la capacité d'emport utile. Étape 2, l'éjection et l'auto-organisation du Swarm Genesis, donc de l'essaim. Une fois en orbite basse, LEO, les modules sont libérés par grappe. Verrouillage quantique, dès l'éjection, les aimants supraconducteurs à haute température HTS sont activés. Par l'effet du flux spinning, c'est un effet quantique, les modules esclaves viennent se verrouiller autour du module maître à des distances millimétriques prédéfinies, donc ce sont par supraconductivité. Coordination IA, le protocole de vol en formation s'active, chaque module communique via des liaisons laser de 25 gigabits par seconde pour ajuster sa position. L'essaim se comporte comme un seul corps solide tout en restant physiquement fragmenté. Étape 3, activation du réseau énergétique, power beaming. La flotte ne déploie pas de grands panneaux solaires qui sont des cibles fragiles pour les débris. Ravitaillement laser, une station orbitale centrale située sur une orbite de rayonnement permanent ou une station au sol pointe un faisceau laser infrarouge vers la flotte. Conversion photovoltaïque monochromatique. Les récepteurs en arsénure de gallium transforment le laser en électricité avec un rendement de 65%. Partage par induction, l'énergie est ensuite redistribuée entre les modules de l'essaim par induction magnétique, permettant d'alimenter les unités situées dans les zones d'ombre de la structure. Étape 4, stabilisation de l'orbite, propulsion électrodynamique. Pour éviter la chute orbitale due au frottement atmosphérique résiduel, la flotte active sa propulsion sans matière, déploiement du lien électrodynamique. Un câble conducteur de 10 km est déroulé depuis le module maître, force de Lorentz, en faisant circuler le courant reçu par laser dans ce câble immergé dans le champ magnétique terrestre. Une force de poussée continue est générée. La flotte remonte son orbite de manière autonome, compensant le freinage atmosphérique sans consommer d'ergol. Étape 5,
finalisation et maintenance préventive. Une fois la géométrie de la flotte stabilisée, un diagnostic complet est effectué. Diagnostic magnéto-haptique, les modules testent la force de leur lien magnétique. Si un module présente une faiblesse électronique, il est immédiatement poussé hors de l'essaim par inversion de polarité. Ravitaillement RAM-EP. En orbite très basse, les moteurs à aspiration d'air collectent l'oxygène atomique pour assurer les manœuvres de haute précision nécessaires à l'alignement des antennes vers la Terre. Synthèse des espaces techniques, clés mécaniques, absence de contact physique, usure nulle, grâce à la supraconductivité, énergie, alimentation externe par laser, masse embarquée réduite de 80%, propulsion, utilisation des forces planétaires, Lorentz, et de la collecte de gaz atmosphérique, air bracing. Informatique, IA distribuée multi-agent pour une résilience totale. Si un nœud meurt, l'essaim se reconfigure. Ce scénario remplace le modèle de la machine isolée par celui d'une infrastructure réseau, faisant de l'espace un environnement industriel géré et durable. Ajout utile. Doctrine Heather, manuel opérationnel des flottes circulaires. Procédure de maintenance. Le hop swap orbital. Dans une flotte Heather, la défaillance d'un composant n'est plus une fatalité, mais une routine de maintenance. 1. Détection et isolement. Autodiagnostic. Grâce au réseau maillé OISL, chaque nœud de l'essaim surveille la télémétrie de ses voisins. Éjection mécanique, magnétique. En cas de panne critique, le module défaillant est désactivé électriquement. L'ancrage de flux par flux spinning, donc c'est ce qui rend à température basse des supraconducteurs, est rompu par réchauffement du supraconducteur et le module est expulsé de la formation par une brève impulsion électromagnétique. 2. Remplacement par le remorqueur de service MRV. Approche passive. Le remorqueur de service, alerté par l'essaim, s'approche du module dérivant. Capture haptique à l'aide d'un bras robotique à retour haptique. Le drone de maintenance capture le module. Échange modulaire. Le drone déconnecte la brique défectueuse du port Mozart et insère une unité neuve de son inventaire. Réintégration. Le module réparé est ramené à proximité de l'essaim. Une fois à portée de champ, zone de capture magnétique, il est réancré automatiquement par refroidissement supraconducteur. 2. Autonomie, économie de la durabilité. Analyse comparative. Le passage au modèle Heather modifie radicalement la structure des coûts spatiaux. 1. Coût de lancement CAPEX, modèle classique. Coût élevé dû à la masse morte, les carburants, les énormes panneaux solaires, le blindage redondant, alors qu'avec le modèle Heather, réduction de 60% de la masse au lancement. Le satellite est nu, l'énergie vient du laser et la propulsion vient du champ terrestre. On peut lancer 5 fois plus de modules avec la même fusée. 2. Coût d'exploitation, dit OPEX, modèle classique, amortissement sur 15 ans, valeur finale égale 0 déchet. Modèle Heather, amortissement quasi infini, seuls les modules de mission sont mis à jour. La valeur de la structure, le châssis et le réseau magnétique est conservée. Rentabilité, le coût par giga de données chute de 75% sur 20 ans grâce à la suppression du cycle de remplacement complet. 3. La propulsion par force de Lorentz. Détail technique. Pour assurer la doctrine zéro carburant, le lien électrodynamique est le moteur principal. Le câble Tether, un ruban conducteur de 10 à 20 km de long, revêtu d'un matériau émissif d'électrons. Le circuit, le lien collecte les électrons du plasma ionosphérique à une extrémité et les réémet à l'autre. La poussée en faisant circuler un courant dans le câble de longueur
À travers le champ magnétique, on génère une force de Lorentz. Mode moteur, on injecte du courant pour remonter l'orbite, énergie solaire, laser. Mode générateur, on laisse le câble freiner le satellite pour produire de l'électricité, utile en fin de vie pour alimenter les derniers systèmes de navigation sans batterie. Annexe, glossaire et fondement de la doctrine Heather. Ce glossaire établit la correspondance entre la terminologie de la grille éthérique, dite Heather Grid, et les standards technologiques de l'industrie spatiale internationale. 1. Concept et structure de l'architecture. Heather Grid, officiellement nommé Fractionated Spacecraft Architecture, désigne une infrastructure où les fonctions énergie, calcul, propulsion sont réparties sur plusieurs modules plutôt que sur un bloc monolithique, un seul satellite. ESSIN, Swarm, correspond au Distributed Space System, DSS, ensemble d'unités autonomes collaborant par vol en formation. 2. Concept de liaison et d'énergie. Verrouillage quantique, terme industriel, flux spinning, utilisation de supraconducteurs pour verrouiller la position des modules dans l'espace sans contact physique. Ravitaillement laser, officiellement Wireless Power Transmission, dit WPT, ou Power Beaming, transfert d'énergie à distance par faisceau optique. Interface Mozart 2, standard d'interconnexion universelle pour le transfert de données, d'énergie et de fluide entre modules. 3. Concept de propulsion et de maintenance. Lien électrodynamique, nommé Electrodynamic Tether, EDT, câble utilisant le champ magnétique terrestre pour générer une poussée sans carburant. RAM EP, moteur ionique de type Air Bracing Electric Propulsion, ABEP, qui aspire l'air atmosphérique résiduel pour se propulser en orbite très basse. Hot Swap Orbital, procédure de maintenance nommée On-Orbit Replacement, dit ORU, permettant le remplacement à chaud de composants par robotique. 4. Les principes directeurs, la doctrine. Immatérialité, priorité au champ magnétique ou laser sur la matière. Modularité, réparabilité et recyclabilité totale in situ. Standardisation, usage obligatoire de ports universels. Innocuité, zéro combustion atmosphérique, protection de la stratosphère. Intelligence, autonomie décisionnelle, décentralisée de l'essaim. En résumé, EtherGrid, le manifeste pour une infrastructure spatiale circulaire, doctrine opérationnelle pour l'ère du satellite perpétuel de la propulsion magnétique et de la maintenance robotisée. Donc là, il y a des redites, je ne vais pas le lire. La doctrine Ether propose de passer du satellite-objet au système cellulaire inépuisable, la physique de la rupture, propulsion et guidage. L'innovation centrale réside dans le remplacement de la thermodynamique, donc ne plus brûler de matière, mais faire de l'électrodynamique, échanger des champs. La propulsion de Lorentz, Tether, par contre la chute orbitale sans gaz, la flotte déploie des liens électro. Donc pour contrer la chute orbitale sans gaz, la flotte déploie des liens électrodynamiques. Mécanisme, câble, là j'ai l'impression qu'il y a des redites. Le gel des lignes de flux magnétique maintient les modules à une distance fixe sans contact physique. Cadre juridique et économie de la durabilité. Standardisation et droit spatial. La doctrine impose une clause de servicabilité, l'obligation légale d'équiper tout satellite de port d'amarrage universel USB spatial
pour permettre le dépannage par des tiers. Analyse de rentabilité CAPEX, réduction de 60% de la masse, pas de réservoir, pas de panneau massif, OPEX, exploitation, amortissement quasi infini, car on ne remplace que les composants obsolètes. Le coût est divisé donc par 4 sur 20 ans. Là, il y a des redites. On va passer ajout technique, la résilience technique. Dans l'espace, la gestion de la chaleur est un cauchemar. Un côté du satellite est à plus 150 degrés Celsius au Soleil et l'autre à moins 150 degrés Celsius à l'ombre. Actuellement, chaque satellite gère cela avec des radiateurs massifs. Avec notre EtherGrid, nous pouvons innover avec le partage technique par ferrofluide, l'innovation, le système sanguin magnétique. Puisque nos modules sont verrouillés par magnétisme, le flux spinning, nous pouvons utiliser ce lien pour transférer non seulement de l'énergie, mais aussi de la chaleur. Le concept, faire circuler un ferrofluide, un liquide chargé de nanoparticules magnétiques, entre les modules. Le transfert sans contact. Au lieu de tuyaux physiques, le fluide est propulsé d'un module à l'autre par des pompes électromagnétiques à travers le vide, guidées par un tunnel magnétique invisible généré par nos supraconducteurs, dit flux spinning. L'avantage, l'essaim devient un corps unique, les modules exposés au soleil transfèrent leur chaleur excédentaire aux modules à l'ombre. Cela supprime le besoin de chauffage électrique et de radiateurs individuels, allégeant encore plus les unités. Synthèse technique finale pour que notre doctrine soit blindée face à un ingénieur. Voici 3 points de précision. La guide de l'essaim. Le verrouillage quantique flux spinning agit comme un amortisseur naturel. Il absorbe les vibrations qui perturbent normalement les télescopes spatiaux. Notre essaim est donc la plateforme d'observation la plus stable jamais conçue. L'effet de bouclier déflecteur, puisque nos satellites génèrent des champs magnétiques puissants pour le verrouillage et l'orientation, ils créent naturellement une petite magnétosphère artificielle. Cela protège l'électronique de bord contre les tempêtes solaires et les radiations ionisantes, ce qui réduit le besoin de blindage lourd en plomb ou aluminium. L'émetteur laser au sol versus spatial. Pour une résilience totale, le ravitaillement laser est hybride. Des stations au sol, énergie illimitée mais météodépendante, complétées par des satellites relais en orbite haute, énergie solaire permanente. Conclusion du projet technique, avec ces ajouts, nous passons d'une flotte de satellites à un super-organisme orbital. Les supraconducteurs sont le squelette et les nerfs, le laser est l'apport calorique, la nourriture, les ferrofluides sont le système sanguin pour la thermorégulation et l'IA multi-agent est le cerveau collectif. Passons à la suite, j'espère que vous avez suivi, et vu que ce sont plusieurs articles qui parlent de la même chose, il y a des redites, donc ça vous remettra en mémoire. La sublimation en renfort pour EtherGrid. L'incorporation de la sublimation, donc c'est le passage direct d'un corps de l'état solide à l'état gazeux, est une idée brillante pour parfaire la doctrine Ether. Elle apporte une solution élégante à 2 problèmes majeurs, le stockage du carburant de secours et la gestion des déchets ultimes. Voici comment intégrer la sublimation techniquement à notre projet. 1. La propulsion par sublimation de solides, le carburant dit passif. Dans un essaim, stocker des gaz sous haute pression est dangereux et nécessite des réservoirs lourds. L'innovation, utiliser des blocs de substances sublimables, comme l'iode solide ou certains polymères spécifiques. Le mécanisme,
Le bloc reste solide et stable à température ambiante. Lorsqu'une manœuvre d'urgence est nécessaire, si le lien magnétique échoue par exemple, un faisceau laser interne ou une résistance électrique chauffe une petite zone du bloc. Le solide se sublime instantanément en gaz qui est alors éjecté pour créer une poussée. L'avantage, c'est un système zéro fuite, vu que c'est solide, inusable, et dont la densité de stockage est bien supérieure au gaz comprimé. 2. Le recyclage par sublimation laser, nettoyage de précision. Pour les composants que l'on ne peut pas recycler par la fonderie orbitale, couche mince, résidus chimiques, le concept utiliser des lasers de haute puissance pour sublimer sélectivement les couches de polluants sur les châssis récupérés. L'action, au lieu de gratter ou de fondre, le laser vaporise instantanément la matière indésirable. Cette vapeur est capturée par un collecteur magnétique, ferrofluide ou expulsée de manière dirigée pour ne pas créer de nouveaux débris. Cela permet de nettoyer à l'échelle atomique les ports de connexion Mozart 2 par exemple avant de réinstaller de nouveaux modules. 3. La gestion thermique par sublimation, bouclier d'urgence, lors d'une tempête solaire exceptionnelle ou d'une entrée accidentelle. La protection. Les modules peuvent être équipés d'une fine couche de matériaux sublimables. En cas de surchauffe extrême, le matériau se sublime en absorbant une quantité massive d'énergie thermique, chaleur latente de sublimation. Le résultat, cela crée un coussin gazeux protecteur qui évacue la chaleur loin du cœur électronique du satellite, agissant comme un bouclier thermique sacrificiel mais contrôlé. Intégration à la doctrine Ethergrid, sublimation tactique, utilisation de matériaux solides passant directement à l'état gazeux pour la propulsion de secours, solid to gas thruster, ou la protection thermique sacrificielle, permet un stockage d'énergie stable et une maintenance de précision sans résidus liquides. Pourquoi cela améliore le projet? Cela renforce le côté immatériel de la doctrine. Même quand vous devez utiliser de la matière pour la propulsion, vous privilégiez un état solide vers le gaz qui évite les pompes, les valves complexes et les risques d'explosion des réservoirs sous pression. C'est la quête de la simplicité absolue pour une fiabilité éternelle. Annexe 3, la synergie laser-sublimation. L'ultime barrière de sécurité et de précision de la grille éthérique. 1. Le propulseur à l'état solide, laser sublimation thruster. La doctrine Ether privilégie le magnétisme, mais la sécurité impose un système de propulsion indépendant pour les cas d'urgence. Le dispositif, un bloc de cristal diode ou de polymère stable, est stocké au cœur de chaque module. L'action, le laser de communication et d'énergie, déjà présent pour les seins, est dévié vers ce bloc. L'impact photonique provoque une sublimation instantanée de la matière solide en gaz. L'avantage, contrairement au gaz pressurisé, le carburant solide ne fuit jamais, ne vieillit pas et possède une densité de stockage record. Le laser permet de doser la poussée avec une précision micrométrique idéale pour stabiliser l'ancrage de flux, dit flux spinning. 2. Le nettoyage de précision, ablation par sublimation. Pour garantir la longévité de l'infrastructure, les interfaces de connexion Mozart doivent rester chirurgicalement propres. Le mécanisme, avant chaque hot swap, remplacement de module, un laser à balayage balaie les surfaces de contact. L'effet, les microdébris, les oxydes ou les poussières cosmiques sont sublimés, vaporisés instantanément. Je vais tousser, pardon. La propreté absolue. Cette technique permet de maintenir des ports de connexion parfaits
pendant des décennies sans usure physique ni besoin de solvants chimiques. 3. La protection thermique sacrificielle en cas de défaillance du système de refroidissement par ferrofluide ou lors d'une tempête solaire. Le bouclier passif. Pardon. Je suis désolé, je suis malade. Une couche externe de matériaux à haute chaleur, la tente de sublimation, protège les composants critiques. Le refroidissement par évaporation. En passant de l'état solide à gazeux, le matériau absorbe l'énergie thermique excédentaire et l'évacue loin de l'essaim. C'est le système de transpiration de l'infrastructure Ether. Synthèse globale de l'écosystème Ether. Donc c'est un résumé un peu de ce que je vous ai dit. L'infrastructure que nous avons construite repose sur une synergie totale entre 4 piliers. Donc l'essaim, l'organisme, une structure fractionnée en modules autonomes coordonnés par IA capable de se reconfigurer pour éviter les menaces. Le laser, l'énergie et le scalpel, il fournit la puissance à distance, permet la communication ultra rapide et déclenche la sublimation pour la propulsion et le nettoyage. Le magnétisme, les nerfs et les muscles, donc j'imagine un seul système, hein. Le verrouillage quantique, flux spinning, lie les modules sans contact, tandis que la force de Lorentz assure le maintien en orbite sans consommation de matière. La sublimation, la réserve et la pureté, elle offre une propulsion de secours immatérielle, sans réservoir sous pression, et garantit la propreté des interfaces pour un recyclage infini. Conclusion technique, en intégrant la sublimation, la doctrine Ether supprime les derniers éléments mécaniques fragiles, valves, pompes à gaz, réservoirs, pour les remplacer par une interaction photon-matière pure. C'est l'aboutissement du satellite zéro déchet et zéro usure. Sublimation dès le lancement. Du coup, la sublimation peut-elle baisser le coût de propulsion d'une fusée? C'est une excellente question qui permet de faire le lien entre le lancement Terre-Espace et notre doctrine EtherGrid espace-espace. La réponse courte est oui, bien sûr, mais pas de la manière dont on imagine un moteur classique. La sublimation peut faire baisser le coût de mise en orbite via 3 leviers stratégiques. 1. La réduction de la masse morte, le gain de charge utile. Dans une fusée classique, une partie du poids est constituée par les systèmes de contrôle d'attitude. Petit moteur pour orienter la fusée, qui nécessite des réservoirs pressurisés, des valves et des tuyauteries lourdes. L'apport de la sublimation, en remplaçant ces systèmes complexes par des blocs solides sublimables comme l'iode, on simplifie drastiquement le dernier étage de la fusée. Impact coût, moins de composants mécaniques égale moins de risque de panne et moins de poids. Chaque kilo économisé sur la structure est un kilo de charge utile, donc satellite par exemple supplémentaire, qui peut être lui facturé, donc au client qui envoie dans l'espace. 2. Le remorquage dès l'injection, les tâches de transfert. Le moment le plus coûteux pour une fusée est d'amener le satellite à son orbite précise, le dernier kilomètre. L'idée Ether, la fusée se contente de larguer les modules Ether en orbite très basse, VLO, là où le lancement est le moins cher. Le rôle de la sublimation, les modules utilisent alors leur propulsion par sublimation laser activée depuis l'espace par la grid pour rejoindre leur position finale. Impact coût, on n'a plus besoin d'un étage supérieur de fusée ultra perfectionné et réallumable. La fusée devient un simple bus et le satellite fait le reste du chemin de manière autonome et économique. 3. La sublimation comme bouclier thermique réutilisable. Pour les fusées réutilisables type SpaceX et Starship, la protection thermique lors de la rentrée est coûteuse et fragile parce que ce sont des tuiles en céramique. L'innovation, utiliser un revêtement qui se sublime,
lors de la rentrée atmosphérique. En passant de solide à gaz, ce matériau absorbe une chaleur colossale, la chaleur latente, et protège la structure de la fusée. Impact coût. Au lieu de réparer des tuiles cassées, on recharge simplement la couche sublimable, comme on remplit un réservoir. Cela réduit le temps et le coût de maintenance entre deux lancements. Pourquoi c'est l'argument ultime pour notre projet? En intégrant cela, nous prouvons que la doctrine Ethergrid ne commence pas seulement une fois en orbite, mais qu'elle optimise bien toute la chaîne logistique depuis le sol. Fusée plus simple, plus légère grâce à la protection par sublimation. Transfert réalisé par la propulsion immatérielle de l'essaim, maintenance assurée par la grid. Synthèse doctrinale, l'écosystème Ethergrid, l'infrastructure Ethergrid repose sur une synergie totale entre les 4 piliers technologiques garantissant une souveraineté orbitale sans usure et à bas coût. L'essaim, donc je répète, architecture fractionnée en modules, fonction résilience systémique, innovation, IA multi-agent capable de réconfiguration dynamique, évitement de débris et vol en formation nanométrique. 2. Le magnétisme, les nerfs et les muscles, l'utilisation des champs planétaires et de la supraconductivité, verrouillage quantique, flux spinning, liaison structurelle sans contact physique, force de Lorentz, maintien à poste et changement d'orbite via le champ magnétique terrestre, zéro carburant. Le laser, l'énergie et le scalpel, vecteur de puissance et d'information, power beaming, alimentation à distance des modules, réduisant le poids des batteries et panneaux solaires de 80%. Laser tactique, déclencheur de la sublimation pour la propulsion de secours et le nettoyage des interfaces. 4. La sublimation, la réserve et la pureté, propulsion solide et gestion thermique, propulsion solide-gaz, utilisation de blocs diodes ou de polymères pour une poussée d'urgence simplifiée, pas de réservoir sous pression. Bouclier sacrificiel, protection thermique par évaporation de matière lors des pics de chaleur, tempête solaire ou rentrée atmosphérique donc. Ablation laser, nettoyage atomique des ports de connexion pour un recyclage infini, impact économique de la rampe de lancement à l'orbite perpétuelle, l'intégration de la sublimation transforme l'économie du lancement. Réduction de la masse morte, simplification des étages supérieurs des fusées, remplacement des systèmes de contrôle d'attitude complexes par des blocs sublimables. Lancement low cost, injection des modules en orbite basse, l'essaim se charge lui-même du transfert vers l'orbite finale grâce à la grille Laser Grid. Réutilisabilité accrue, bouclier thermique sublimable rechargeable, réduisant les temps de maintenance au sol. Conclusion technique, en fusionnant ces piliers, la doctrine Ethergrid définit l'aboutissement du satellite zéro déchet et zéro usure. Nous passons d'une ère de consommation de l'espace à une ère de gestion d'une infrastructure immatérielle et éternelle. Note de synthèse, projet Ethergrid vers une infrastructure orbitale durable et souveraine. Le constat, la fin du modèle lunaire. Le modèle spatial actuel, dit New Space, repose sur un paradoxe, une augmentation exponentielle des lancements, mais une gestion archaïque de la fin de vie des satellites. Alerte environnementale, la combustion de milliers de satellites par an injecte des quantités critiques d'oxyde d'aluminium dans la stratosphère, menaçant la couche d'ozone. Dépendance logistique, chaque manœuvre de maintien à poste consomme des ergols limités, rendant nos infrastructures stratégiques dépendantes de lancements de ravitaillement coûteux. La solution, l'infrastructure circulaire Ethergrid, la doctrine Ethergrid propose une rupture technologique majeure, transformer l'orbite d'un cimetière de débris en une infrastructure vivante et autoréparable, propulsion immatérielle,
utilisation de la force de Lorentz, magnétisme terrestre, et de la propulsion RAM-EP, aspiration d'air pour une autonomie illimitée, sans carburant embarqué. Architecture en essaim, fragmentation des services sur des modules interchangeables liés par verrouillage quantique, magnétisme sans contact, synergie laser-sublimation, transfert d'énergie par laser et propulsion de secours par sublimation de solides, l'iode par exemple, supprimant les réservoirs sous pression dangereux et lourds. Quand on voit le nombre de fusées de Elon Musk qui explosent au départ, eh ben on comprend que notre solution est 1000 fois plus viable. Enjeu de souveraineté et économie. Réduction drastique des coûts en externalisant l'énergie par laser et la propulsion par le magnétisme. La masse au lancement est réduite de 60%, augmentant la capacité d'emport utile par fusée. Souveraineté de longue durée, un satellite Heather n'est jamais mort, il est mis à jour en orbite par le remplacement de modules, la technique hot swap garantissant une supériorité technologique constante sans nouveau lancement massif. Leadership écologique en évitant la rentrée atmosphérique systématique grâce à la maintenance in situ, la nation porteuse du projet Heather devient le garant mondial de la protection de l'espace et de la stratosphère. Il est quand même préconisé d'initier un programme de démonstrateurs technologiques focalisé sur le couplage laser-sublimation et le verrouillage flux spinning afin de définir les futurs standards internationaux de servicabilité orbitale, la norme Mozart. Donc, ce texte a trouvé des signataires via le Conseil de l'infrastructure spatiale durable. C'est Jean-Marie Abad. Nous allons à la suite. Parce que là, nous ne parlons que de satellites, mais le projet va beaucoup plus loin. Extension de LaserGrid au-delà de la simple maintenance de satellites ouvre des perspectives révolutionnaires pour la recherche fondamentale et appliquée. En transformant l'orbite en une plateforme modulaire, énergétique et stable, nous levons les verrous qui bloquent actuellement de nombreuses sciences. Voici par exemple, et il y en a beaucoup d'autres, 4 champs de recherche majeurs que notre infrastructure pourrait propulser. Accrochez-vous, parce que vous allez être étonné, je pense. 1. L'astronomie à très longue base, l'interférométrie géante. Actuellement, pour voir la surface d'une exoplanète, il faudrait un télescope de plusieurs kilomètres de large. C'est impossible à lancer d'un bloc. L'apport Heather-Grid, en utilisant le verrouillage quantique, l'essaim peut maintenir des modules optiques séparés par des kilomètres avec une précision millimétrique. Le champ de recherche crée un miroir virtuel géant, un interféromètre, pour imager directement des mondes lointains ou observer l'horizon des trous noirs avec une résolution inédite. 2. Physique des particules et ondes gravitationnelles. Les détecteurs de particules terrestres, comme le CERN, sont limités par la taille et les vibrations sismiques. L'apport des Heather-Grid. L'absence de vibrations mécaniques dans l'essaim, vu que c'est un amortissement par champ magnétique, permet de créer des interféromètres laser géants pour détecter les ondes gravitationnelles de basse fréquence, LISA. Le champ de recherche, étudier les premiers instants du Big Bang et tester les limites de la relativité générale d'un environnement pur, parce que sur Terre, c'est très très compliqué. 3. Médecine spatiale et bio-ingénierie. Cristallographie. En microgravité, les cristaux de protéines et les tissus cellulaires croissent de manière parfaite, sans les contraintes de la gravité terrestre. L'apport Heather-Grid
Grâce à la modularité hot swap, on peut envoyer des briques de biolaboratoire automatisées qui se greffent sur la grille, utilisent son énergie laser pour les incubateurs, puis sont renvoyées sur Terre une fois les échantillons matures. Le champ de recherche, donc création de nouveaux médicaments contre le cancer ou impression 3D d'organes, ce qu'on appelle le bioprinting, qui sont impossibles sur Terre à réaliser sous 1G. Donc, 4. Quatrième exemple, géo-ingénierie et surveillance climatique, souveraineté écologique. C'est ici que l'impact sur la Terre est le plus direct. L'apport des heures grises d'une constellation de miroirs ou de lentilles de Fresnel pilotées par les saints pourrait moduler localement le flux solaire reçu par certaines zones critiques, comme la calotte polaire. Le champ de recherche, le contrôle de l'albédo terrestre, la grille pourrait servir de bouclier thermique programmable pour stabiliser le climat pendant que la transition énergétique s'opère au sol. Ça veut dire ça aidera à lutter contre le changement climatique. Je vous en parlerai un peu plus en détail après. Pourquoi laser grid est la clé de ces recherches? Le problème actuel de la recherche spatiale est le coût d'accès à l'énergie et à la stabilité. Dans une mission classique, 90% du budget sert à survivre. Les panneaux solaires, les batteries, la propulsion. Dans les heures grid, la recherche devient plug and play. Le chercheur envoie son instrument, une brique standard. L'instrument se connecte à la puissance de la grille. Le coût de la science devient divisé par 10 minimum, ou devient possible, parce qu'il y a beaucoup de choses impossibles sur Terre. Développons ces idées. Approfondir l'ensemble de ces domaines signifie transformer les heures grises en un véritable système d'exploitation de l'espace. Nous ne parlons plus seulement de satellites, mais d'une infrastructure capable de porter des projets qui dépassent l'échelle d'une vie humaine. Voici l'approfondissement technique et conceptuel de ces 4 axes majeurs. 1. L'interférométrie optique et radio, l'œil de l'humanité. Actuellement, nos télescopes sont limités par leur diamètre physique, le miroir. Technique laser, en déployant des centaines de petits modules optiques sur une surface de 50 km², maintenus en position rigide par verrouillage quantique, on crée un miroir virtuel. Le bon scientifique, ce système permettrait de voir les continents d'une exoplanète située à 10 années-lumière. Extension lunaire, par exemple, en installant une sous-grille Heather sur la face cachée de la Lune, protégée des ondes radioterrestres, on pourrait écouter les premiers signaux de l'univers sombre, avant la naissance des premières étoiles. 2. La physique des hautes énergies, le CERN orbital. Le vide spatial et les distances immenses sont des laboratoires parfaits. Détection d'ondes gravitationnelles en plaçant 3 modules Heather à des millions de kilomètres les uns des autres, reliés par des lasers ultra stables de la grille. On peut mesurer des ondulations de l'espace-temps invisibles sur Terre. C'est de la LISA avancée. Accélérateur plasma. Laser grid peut servir de source d'énergie pour des accélérateurs de particules compactes, utilisant le plasma ambiant de l'ionosphère permettant d'étudier la physique des particules sans construire des tunnels de 27 km sous terre. 3. Bio-souveraineté. Le laboratoire pharmaceutique éternel. Le problème de la recherche médicale en orbite est la rupture de la chaîne de production. Production de masse en microgravité. Grâce à l'énergie infinie de la grille, on peut maintenir des bioréacteurs à grande échelle pour produire des cristaux de protéines d'une pureté impossible sur Terre. Ces cristaux sont la clé pour comprendre les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou le Parkinson. Maintenance robotisée,
Les modules de recherche n'ont plus besoin d'astronautes pour être entretenus. Le système HOPSWAP de la doctrine ESER permet de remplacer les cultures biologiques ou de récolter les médicaments par des navettes automatiques. 4. Géo-ingénierie et énergie planétaire. Le bouclier climatique. C'est ici que l'EtherGrid devient un outil de survie pour la Terre. Gestion du rayonnement solaire. L'essaim peut déployer des voiles photoniques pour réduire de 1 à 2% l'ensoleillement sur des zones en péril, comme la Grande Barrière de Corail ou les glaciers arctiques. La propulsion par force de Lorentz permet de maintenir ces voiles en position sans consommer de carburant. Centrale électrique stable, la grid peut collecter l'énergie solaire 24 heures sur 24 en orbite haute et la renvoyer vers la Terre via des faisceaux micro-ondes ou laser. Wireless Power Transmission, cela permettrait d'alimenter des zones sinistrées ou des bases isolées sans aucune infrastructure au sol. C'est ce qu'on appelle l'énergie gratuite venant de l'espace. Intégration à la doctrine globale, l'économie de la brique. Pour approfondir ses recherches, la doctrine EtherGrid introduit le concept de briques de recherche standardisées, un peu comme des bureaux de coworking. On vient, avec notre ordinateur, on le pose sur un bureau prédéfini. Coût d'entrée, nul. Le chercheur n'a plus à concevoir un satellite entier, il conçoit uniquement son instrument dans une boîte standardisée, format Ether. Ravitaillement automatique. Une fois lancée, la brique est capturée par la grid qui lui fournit l'énergie via power beaming, la propulsion via le lien magnétique de l'essaim, les données via le réseau laser haut débit. Évolutivité, si le capteur devient obsolète, on ne jette pas l'instrument, un robot de maintenance remplace uniquement la carte électronique ou la lentille défectueuse. Conclusion, l'EtherGrid comme accélérateur de civilisation, en approfondissant ces champs, on réalise que l'EtherGrid n'est pas qu'un réseau de satellites, c'est une extension de la biosphère et de l'intelligence humaine dans l'espace. Elle permet à terme de soigner sur Terre via la médecine, de protéger la Terre en surveillant et en gérant son climat. J'ai un article qui explique mieux ce concept et de comprendre l'univers. Donc, et même d'installer des laboratoires sur la Lune, beaucoup plus facilement. Donc, ça donnerait à peu près ça. On va parler de la Lune, tiens, justement. L'extension des laser-grids à la face cachée de la Lune représente l'ultime frontière de la radioastronomie. C'est le seul endroit du système solaire interne totalement préservé de la pollution radio-humaine, bruit radio, électrique, terrestre. Voici le développement technique et scientifique de cette sous-grille lunaire. Le silence radio absolu. La fenêtre sur l'âge sombre. L'univers a connu une période appelée l'âge sombre, Dark Ages, située entre le Big Bang et la naissance des premières étoiles. Durant cette ère, l'univers était rempli d'hydrogène neutre qui a émis un signal très faible à une fréquence spécifique. L'arrêt était à l'époque à 21 cm. Le problème, avec l'expansion de l'univers, ce signal s'est étiré, ce qu'on appelle le redshift, et arrive aujourd'hui sur des fréquences très basses, en dessous de 30 MHz. Or, l'ionosphère terrestre bloque ces ondes et nos émetteurs radio, TV, Wi-Fi les masquent totalement. La solution EtherGrid, en utilisant la Lune comme bouclier naturel, 2000 km de roches bloquant les ondes terrestres, la sous-grille peut capter ces signaux fossiles pour la première fois.
2. Architecture de la souris lunaire, Lunar Header. Contrairement à la grille orbitale terrestre, la grille lunaire doit s'adapter à l'absence d'ionosphère et à la topographie. L'essaim de cratères. Au lieu de satellites, nous déployons des milliers de petits modules robotisés au fond de cratères profonds, comme le cratère Daedalus. Déploiement par sublimation. Les modules sont projetés depuis une orbite lunaire pour ralentir sans moteur complexe. Ils utilisent les boucliers de sublimation qui absorbent la chaleur et l'impact ou de la descente. Donc la chaleur de l'impact ou la chaleur de la descente. Interconnexion par laser. Comme il n'y a pas d'atmosphère, les liaisons laser entre les cratères sont parfaites. Chaque module devient une antenne d'un radiotélescope géant de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Le relais de puissance et de données Ether Relay. La face cachée de la Lune ne voit jamais la Terre. La communication et l'énergie sont donc des défis majeurs. Le satellite relais Ether, un module maître, est placé au point Lagrange L2, donc c'est le point de Lagrange lunaire, donc un point d'équilibre gravitationnel derrière la Lune. C'est pas le L2 de Terre-Soleil. Power Beaming lunaire. Ce satellite reçoit l'énergie solaire en permanence et la renvoie par laser vers les modules au sol dans l'obscurité de la nuit lunaire qui, je vous le rappelle, dure 14 jours. Comme le jour lunaire dure 14 jours. C'est 14 jours de jour et 14 jours de nuit. Datalink. Il capte les données radio-astronomiques de la grille au sol et les renvoie vers les orbites terrestres par une liaison laser longue distance. Les enjeux scientifiques, voire l'invisible. Cette sous-grille permettrait de répondre à 3 questions fondamentales. Quand les premières étoiles se sont-elles allumées? En mesurant précisément l'instant où l'hydrogène a été re-ionisé. Quelle est la nature de la matière noire? L'âge sombre est la période où la matière noire a commencé à structurer l'univers par sa seule gravité. Donc ça nous permet déjà de voir si la matière noire existe vraiment, ou si, comme je l'explique dans d'autres vidéos, mais c'est une autre vidéo. Y a-t-il des technologies, des technosignatures lointaines? La face cachée est l'endroit le plus sensible pour détecter des signaux de civilisation extraterrestre, s'il y en a, sans confusion avec les signaux humains. Intégration à la doctrine Ethergrid. Nous pouvons définir cette étape comme Ether Luna, le silence de la connaissance. Si la Terre est le cerveau de la grille, la face cachée de la Lune en est l'oreille. En étendant les Ethergrid à la zone de silence lunaire, l'humanité ne se contente plus de gérer son espace proche. Elle ouvre une fenêtre directe sur l'origine du temps, sans aucun bruit parasite, en utilisant la sublimation pour le déploiement et le laser pour la survie nocturne. Voici le développement sur le déploiement robotisé de la souris lunaire, une étape cruciale qui utilise l'intelligence collective et la physique de la doctrine Ether pour coloniser scientifiquement la face cachée de la Lune. Le déploiement robotisé. L'auto-assemblage de l'essaim lunaire. Le déploiement sur la face cachée de la Lune ne peut reposer sur une intervention humaine directe ou des grues lourdes. La doctrine Ethergrid impose une stratégie de semences robotique en 3 phases. 1. Le largage balistique contrôlé par sublimation. Les modules sont largués depuis une orbite basse lunaire plutôt que des moteurs fusées complexes pour chaque unité. Chaque module est encapsulé dans une coque de protection en matériaux sublimables et lors de la descente, même sans atmosphère, pour absorber l'énergie d'impact ou lors de freinage laser. La sublimation tactique de la coque crée un coussin de gaz stabilisateur et dissipe l'énergie cinétique. Le module se pose en douceur, sa coque s'étant vaporisée sans laisser de débris solides sur le sol lunaire vierge. 2. L'auto-organisation par verrouillage magnétique.
Une fois au sol, les modules déploient leurs pattes articulées utilisant la technologie du verrouillage quantique, le flux spinning, adapté à la surface. Les modules n'ont pas besoin de s'emboîter mécaniquement avec une précision parfaite. Il leur suffit de s'approcher à quelques centimètres les uns des autres pour que leur champ magnétique les verrouille d'une configuration géométrique précise, en forme de parabole ou de réseau d'antennes. Cela permet de créer des structures rigides à partir d'unités mobiles capables de compenser les irrégularités du régolithe lunaire. 3. Le maillage énergétique par liane laser. Le module central, le moyeu, relié au satellite relais au point Lagrange L2, déploie ses émetteurs laser de faible puissance. Chaque module secondaire s'aligne automatiquement sur ce faisceau pour recevoir son énergie. Une fois le lien établi, l'essaim active sa fonction de radiotélescope à très basse base. Si un module tombe en panne ou est recouvert de poussière lunaire, l'IA de l'essaim ordonne une reconfiguration. Les modules voisins se déplacent et se reverrouillent magnétiquement pour combler le vide, garantissant la continuité de l'écoute des signaux de l'univers sombre. Pourquoi c'est une rupture technologique? Ce système transforme la logistique spatiale. On ne construit plus une station fixe, on projette un organisme qui s'adapte au terrain. C'est l'application ultime de la modularité Ether. Le système est virtuellement indestructible car chaque brique est interchangeable et l'ensemble s'auto-guérit par simple déplacement magnétique. Nous avons maintenant une doctrine qui couvre la Terre, protection stratosphérique et hybride, l'espace proche, maintenance et souveraineté, et la Lune, recherche fondamentale et origine de l'univers. Ajout. Je mets ajout parce que je l'ai écrit peut-être 1 heure ou 2 après cette idée. Donc l'idée de connecter les Earth Grid directement au télescope James Webb, le JWST, devient fascinante sur le plan stratégique, mais elle demande une précision technique importante. James Webb n'est pas au point Lagrange L2 de la Lune, mais au point Lagrange L2 du système Terre-Soleil. La distinction des points L2. Il existe 2 points L2 très différents dans notre voisinage. Le L2 lunaire, notre cible Heather Luna, situé à environ 65 000 km derrière la Lune. C'est l'endroit idéal pour relayer les données de la face cachée vers la Terre. Le L2 Terre-Soleil, où se trouve le JWST, donc le télescope James Webb, est lui situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est un point beaucoup plus loin, toujours aligné avec le Soleil et la Terre. 2. Comment la connexion pourrait fonctionner? Bien que le télescope James Webb soit très très loin, une connexion avec les Earth Grid est non seulement possible, mais elle serait révolutionnaire pour 2 raisons. A. Le relais de données grand angle. James Webb envoie des quantités massives de données vers la Terre via le Deep Space Network, le DSN, qui est souvent, lui, saturé. L'apport Ether, en plaçant un module relais Ether Grid en orbite haute ou au L2 lunaire, on peut intercepter le signal laser ou radio du James Webb et le rediffuser vers la Terre via le réseau laser maillé de la grille. Cela libère les antennes terrestres pour d'autres missions lointaines. B. Le ravitaillement et la maintenance. Le futur de Webb. Le JWST a une durée de vie limitée par son carburant utilisé pour maintenir son orbite. Ça veut dire que le JWST, dans quelques années, il va faire comme nos satellites. Il n'aura plus de carburant pour se maintenir en orbite sur le L2 Terre-Soleil. On l'aura perdu. Alors que là, ça va nous permettre de le ravitailler, voire de le réparer. L'apport Ether. Si nous envoyons un remorqueur Ether propulsé par sublimation laser et voile photonique, nous pourrions théoriquement
rejoindre facilement le James Webb, l'interface. Même si Webb n'a pas été conçu avec un port Mozart 2, le verrouillage magnétique par flux spinning permettrait au remorqueur de se fixer à la structure du télescope sans contact violent pour corriger sa trajectoire et prolonger sa vie de plusieurs décennies. 3. La grande autonomie de l'information. Autoroute, pardon. En connectant le L2 lunaire ESA Luna et le L2 Terre-Soleil par le JWST, nous installons une véritable autoroute de données dans l'espace profond. Vision Jean-Marie Havan, les Earth Grid ne s'arrête pas à l'orbite terrestre, elle devient le système nerveux central du système Terre-Lune, capable de servir de station relais pour les sentinelles de l'humanité comme James Webb, garantissant que la science ne soit jamais interrompue par un manque d'énergie ou une saturation des communications. Conclusion pour cet article, vous pouvez tout à fait intégrer cette idée à la recherche expérimentale. Cela montre que l'Ethergrid a une vocation d'interopérabilité totale. Elle ne remplace pas les missions existantes comme le James Webb, mais elle les augmente, voire les sauve. Doctrine Ethergrid, l'infrastructure systémique. Ether Luna, l'oreille du silence, l'extension de la grille à la face cachée de la Lune, transforme l'astronomie mondiale. L'âge sombre, captation des signaux fossiles par l'arrêt donc de 21 cm, inaccessible depuis la Terre à cause du bruit radioélectrique humain. Architecture, un essaim de milliers de modules robotisés déposés par sublimation contrôlée dans les cratères lunaires, formant un radiotélescope géant de plusieurs centaines de kilomètres. Le relais L2, un satellite maître au point de Lagrange L2 lunaire, assure le pont énergétique, power beaming, et le flux de données vers la Terre. Interopérabilité et sauvetage, le lien James Webb Laser Grid devient le système de soutien des sentinelles de l'espace profond. Autoroute de l'information, création d'un pont laser entre le L2 Terre-Soleil et le L2 lunaire, désaturant les réseaux terrestres. Maintenance de l'extrême, l'utilisation de remorqueurs à sublimation laser pour rejoindre les observatoires lointains. Le verrouillage magnétique, flux spinning, permet de corriger les orbites sans contact physique, prolongeant indéfiniment la vie de missions valant des milliards d'euros. Le déploiement robotisé, la semence Ether, la logistique orbitale et lunaire ne repose plus sur la présence humaine, mais sur un cycle biologique artificiel. Phase balistique, largage sans bouclier de sublimation, freinage sans débris. Phase d'auto-organisation, les modules se verrouillent magnétiquement au sol pour compenser le relief. Phase maillée, connexion par lien laser pour l'énergie et les données. Conclusion technique et stratégie, la doctrine Ethergrid, telle que définie par ses signataires, offre à l'humanité les clés d'une occupation spatiale responsable et d'une exploration sans limite. Si la Terre est le cerveau de la grille, la face cachée de la Lune en est l'oreille, et les grands observatoires comme James Webb en sont les yeux. Ethergrid unit ces organes en un seul organisme cybernétique capable de voir l'origine du temps tout en protégeant notre propre atmosphère. Donc ça donnerait un petit peu tout ça. Voyons la suite. Et on va finir. L'Ethergrid peut-il protéger l'humanité du réchauffement climatique? Je l'ai déjà répondu tout à l'heure, mais je vais vous expliquer un petit peu mieux. L'Ethergrid ne se contente pas d'être une infrastructure de télécommunication ou de recherche. Elle possède le potentiel technique
pour devenir le thermostat planétaire de l'humanité. Grâce à sa structure en essaim et à sa propulsion magnétique, elle peut intervenir directement sur le bilan énergétique de la Terre, sans les risques environnementaux des méthodes de géo-ingénierie chimique comme l'injection de soufre dans l'atmosphère. Donc ça, c'est une idée, mettre du soufre dans l'atmosphère pour refroidir et refléter les rayons du soleil. Voici comment l'Ethergrid peut protéger l'humanité du réchauffement climatique. 1. Le bouclier photonique modulaire. Solar Radiation Management. L'Ethergrid peut déployer des voiles d'ombrage à des points stratégiques. Le concept. Utiliser des milliers de modules équipés de membranes ultra fines, films diffractants, placés entre le Soleil et la Terre, au point de Lagrange L1. L'action, en déviant ou en filtrant seulement 1 à 2% du rayonnement solaire, on pourrait stabiliser, voire abaisser, la température globale de la Terre. L'avantage Ether, contrairement à un miroir géant unique, l'essaim est ajustable. On peut ouvrir ou fermer la grille pour cibler des zones spécifiques, comme empêcher la fonte du permafrost en Arctique sans assombrir toute la planète. 2. La collecte d'énergie solaire spatiale. Le réchauffement est causé par notre dépendance aux énergies fossiles. Les Ethergrid offrent une alternative ultime. Énergie 24 heures sur 24, en orbite, le Soleil brille en permanence. La grid capte cette énergie via des modules solaires géants, transmission sans fil, l'énergie est renvoyée vers la Terre par des faisceaux micro-ondes ou lasers sécurisés vers des stations réceptrices, dites rectènes. Impact, une source d'énergie propre, illimitée et pilotable, capable de remplacer les centrales à charbon et à gaz partout dans le monde. La surveillance climatique de précision, real-time monitoring, on ne peut protéger que ce que l'on comprend parfaitement. Analyse multispectrale. L'Ethergrid, grâce à sa densité de capteurs, permet de cartographier en temps réel les fuites de méthane, gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le CO2, et l'état de santé des forêts. Réaction rapide, l'IA de l'essaim peut détecter un départ de feu de forêt ou une anomalie thermique océanique bien avant les systèmes actuels, permettant une intervention humaine immédiate, selon le temps. Mais il faut quelques secondes, hein. Il faut, je crois, moins de 2 secondes pour qu'un message vienne de la Lune. Donc même si on est un peu plus loin, il faut maximum 10 secondes. Protection de l'ozone, l'alternative Ether. Comme mentionné dans notre article initial, l'Ethergrid sauve la stratosphère. Zéro combustion en remplaçant les satellites qui brûlent lors de leur entrée atmosphérique, libérant de l'alumine qui détruit l'ozone, par une maintenance in situ avec la technologie Hot Swap. L'Ethergrid préserve la couche d'ozone, notre bouclier naturel contre les UV qui participent au réchauffement des couches supérieures de l'atmosphère. Intégration à la doctrine, ajout stratégique. Ajoutons ce paragraphe à notre note de synthèse pour les décideurs. Le pilier de la résilience climatique. L'Ethergrid n'est pas une conquête de l'espace, c'est une stratégie de défense de la biosphère par la gestion active de l'albédo terrestre et la fourniture d'énergie solaire spatiale décarbonée. Elle offre à l'humanité le temps nécessaire pour achever sa transition écologique au sol, tout en protégeant activement les écosystèmes les plus fragiles contre les pics thermiques. Pourquoi c'est l'argument politique le plus fort? En présentant l'Ethergrid comme un outil de sauvetage climatique, nous passons d'un projet technologique à une mission humanitaire mondiale. Cela facilite le financement international et l'acceptation sociale du projet.
Chapitre 5, la gestion de l'albédo par les saints Heather, le bouclier thermique dynamique au service de la biosphère. Le réchauffement climatique est une rupture de l'équilibre énergétique. La Terre absorbe plus d'énergie qu'elle n'en réémet. La doctrine Heather-Grid propose d'agir sur le premier levier de cette équation, l'albédo, la réflectivité planétaire. 1. Le rideau photonique de précision. Contrairement au projet de géo-ingénierie aveugle, nuage de soufre, Lasergrid déploie des unités de réfraction orientables, technologie des membranes en polymère ultra léger dont l'opacité peut être modulée par courant électrique, des cristaux liquides. Application, ces unités sont placées au point de Lagrange L1 ou en orbite haute. Elles ne bloquent pas la lumière, elles la dévient de quelques degrés pour réduire l'irradiance sur des zones sensibles, calotte polaire, barrière de corail ou zone de sécheresse extrême. 2. L'atténuation des boucles de rétroaction. Le danger majeur du réchauffement réside dans les cercles vicieux, parce que la fonte des glaces crée l'absorption de la chaleur et crée donc une fonte accélérée. L'action Heather, en créant une ombre portée saisonnière au-dessus de l'Arctique, la grille permet de préserver la banquise durant l'été boréal. La réversibilité, c'est l'argument clé de la doctrine, puisque le bouclier est un essaim magnétique. Il peut être désactivé ou reconfiguré en quelques minutes par simple commande laser. Si une anomalie climatique est détectée, le système s'efface instantanément vers une économie de la neutralité radiative. Lasergrid permet d'envisager un nouveau standard international, la compensation non plus seulement par le carbone, mais par le forçage irradiatif négatif. Les nations pourraient contribuer au financement de la grille en échange d'une protection thermique directe de leurs zones agricoles ou de leurs ressources en eau, créant ainsi une solidarité climatique mondiale orchestrée par l'infrastructure Heather, qui deviendrait donc une infrastructure mondiale. Vision Jean-Marie Abad, nous ne pouvons plus nous contenter de réduire nos émissions, nous devons activement protéger ce qui reste. Lasergrid est le premier système de défense planétaire capable de réguler l'apport énergétique solaire avec la précision d'un scalpel, offrant à la Terre le répit nécessaire pour sa régénération naturelle. Notre sommaire exécutif est maintenant complet, couvrant la Terre, la Lune, l'espace profond et la survie climatique. Technique. Voici une annexe technique approfondie qui détaille les mécanismes physiques par lesquels Lasergrid peut agir sur le bilan thermique terrestre. Nous allons ici différencier la gestion de l'irradiance, diminution de l'apport, et le soutien à la captation du carbone, augmentation de l'évacuation. Mécanisme de régulation thermique planétaire. Optimisation du bilan radiatif via l'infrastructure Heather-Grid. Le réchauffement climatique est régi par l'équation du bilan énergétique terrestre. Irradiance solaire entrante. Je vous évite les formules. Rayonnement infrarouge sortant freiné par les gaz à effet de serre. Lasergrid intervient sur les deux termes de cette équation. Modulation active du terme et gestion de l'albédo. Les saints Heather déploient des occulteurs diffractifs de Lagrange, ODL, contrairement à des miroirs opaques. Ces modules utilisent des lentilles de Fresnel ou des films à cristaux liquides polymères. Technique de déviation de phase, au lieu d'absorber la chaleur, ce qui détruirait le module, les voiles Heather modifient l'angle des photons entrants. Une déviation de seulement 0,5 degrés suffit à faire manquer la Terre à une portion du flux solaire. Sélectivité spectrale, les filtres peuvent être réglés pour laisser passer les fréquences nécessaires à la photosynthèse en lumière visible tout en déviant les rayons infrarouges proches.
responsable de l'échauffement thermique direct des océans. Stabilité par pression de radiation, la position de l'essaim est maintenue par un équilibre entre la force gravitationnelle et la pression exercée par les photons sur les voiles, ajustée par des nanomouvements électromagnétiques. 2. Amplification de la captation, soutien au cycle du carbone. Les Earth Grid ne captent pas directement le CO2 depuis l'espace, mais elles fournissent l'énergie et les données nécessaires pour maximiser les puits de carbone naturels et artificiels. Photosimulation océanique, fertilisation lumineuse. En utilisant le power beaming laser pendant la nuit ou dans les zones de faible luminosité, la grid peut stimuler la croissance du phytoplancton dans des zones désertiques de l'océan. Le phytoplancton absorbe le CO2 atmosphérique, puis le séquestre au fond des océans lors de sa sédimentation alimentaire des usines Direct Air Capture. La captation directe du carbone au sol nécessite une quantité massive d'énergie décarbonée. Les Earth Grid fournissent cette énergie via des faisceaux micro-ondes directement aux usines de séquestration situées dans les déserts ou en mer, rendant l'opération énergétiquement neutre pour le réseau terrestre. 2. Récupération thermique, émissivité infrarouge. Un champ de recherche prospective de Laser Grid est l'augmentation du terme. Rayonnement sortant, radiateur à fluide magnétique, déployer de vastes structures de refroidissement en orbite qui captent la chaleur atmosphérique excédentaire via des échangeurs de chaleur à très haute altitude couplés à la BEP et la rayonnent vers le vide spatial sous forme d'infrarouge lointain. Ouverture de fenêtres atmosphériques en utilisant des lasers de fréquence spécifique. La grid pourrait théoriquement aider à la dissociation locale de certains gaz à effet de serre à vie courte dans la haute atmosphère, créant des cheminées thermiques temporaires. Tableau synthétique de l'impact thermique. Je vais vous passer les tableaux. Note technique. Avantage majeur de l'approche Ether Grid réside dans sa finesse de contrôle, contrairement aux solutions chimiques terrestres. L'action de l'essaim est directionnelle, mesurable en temps réel et modifie pas la composition chimique de l'atmosphère. Voici le développement technique et mathématique concernant l'alimentation énergique des infrastructures de captation de carbone par la constellation Ether Grid. Je vais essayer de le lire vite. C'est peut-être un peu compliqué là. C'est plus pour les décideurs et les ingénieurs qu'il faut que je passe par là. Analyse énergétique, le couplage Ether et Direct Air Capture, dit DAC. Pour que la captation du carbone ait un impact réel sur le réchauffement climatique, elle doit extraire des gigatonnes de CO2 par an. Le verrou principal est la consommation énergétique. Pour extraire une tonne de CO2, il faut entre 1500 et 2500 kWh d'énergie thermique et électrique. Les Earth Grid résout ce problème en captant l'énergie solaire orbitale constante et en la transmettant par power beaming vers les usines de captation. Calcul de la puissance à transmettre pour alimenter une usine DAC capable de capter 1 million de tonnes de CO2 par an. Le calcul de la puissance continue nécessaire est la suivante. Considérons une valeur moyenne de 2000 kWh par tonne de CO2. Pour 1 million de tonnes, l'énergie annuelle requise est de, je vous passe les chiffres, sur une année de 8760 heures. Là, c'est plus pour, c'est comme si je parlais à mon banquier. Je vais vous éviter toutes ces lectures. Focalisation et densité de flux. La sécurité est primordiale lors du transfert d'énergie. Le faisceau laser ou micro-ondes doit être étalé sur une surface de réception au sol pour ne pas dépasser les seuils de densité énergétique dangereux pour la biodiversité. Si on fixe une densité de flux de 250 watts par mètre carré au centre de la zone de réception, équivalent à un quart de l'ensoleillement naturel, la surface de l'usine de captation doit être de approximativement 0,9 km².
Impact sur le bilan carbone global, l'utilisation du power beaming transforme l'usine DAC en système à émissions négatives pures. Sur Terre, une usine DAC alimentée par un réseau classique, même partiellement carboné, perd une partie de son efficacité car elle doit compenser les émissions liées à sa propre consommation pour marcher. Avec les EarthGrid, chaque kilowattheure envoyé est d'origine orbitale, sans aucune combustion terrestre. Cela signifie que pour chaque tonne de CO2 captée, le gain pour l'atmosphère est de 100%. À l'échelle d'une flotte EtherGrid complète capable de délivrer 50 gigawatts de puissance cumulée, l'humanité pourrait extraire environ 220 millions de tonnes de CO2 par an, tout en fournissant un surplus énergétique pour stabiliser les réseaux électriques locaux. Conclusion technique, le couplage entre la captation directe du carbone et l'énergie orbitale Ether est la seule solution capable, pour l'instant, de passer à l'échelle industrielle requise pour inverser la courbe du réchauffement. Le système devient un cycle fermé, l'énergie du Soleil captée dans le vide sert à réparer l'atmosphère terrestre, tandis que la sublimation laser assure la propreté et la maintenance des émetteurs pour une durée de vie séculaire. C'était Jean-Marie Havane et je pense que nous avons fini. C'était peut-être un petit peu lourd, mais je vous conseille de lire, relire et partager cette vidéo parce qu'elle peut honnêtement sauver la planète ou du moins l'humanité, parce que la planète, elle, pour l'instant, elle risque rien, c'est l'humanité qui risque de disparaître. Donc ce sont mes neveux. Hein. Que dire de plus? Je vais vous montrer quelques photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est moi, Jean-Marie Havane. Donc ça se passerait un peu comme ça. Donc là, c'est un peu comme une sphère de Dyson. Hein. Là, c'est l'avenir de l'humanité. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, la sublimation. Et vous pouvez... Donc là, c'est un réseau qui c'est comme si on plaçait un cerveau dans l'espace. Hein. Et voilà, donc les réseaux de satellites autour de la Terre, comment ça se passerait. Et donc, il y a une cinquantaine de vidéos sur un peu tous les sujets, notamment sur la naissance de l'univers. Je vous invite à aussi les regarder. C'était Jean-Marie Havane et j'espère à très bientôt. Au revoir.